Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, c'est la suite de mes anecdotes sur mon boulot dans l'horlogerie au Japon, avant ici Japon. J'ai plein d'anecdotes à vous dire, mais d'abord je vais aller me chercher à boire parce qu'il fait un peu chaud. Ok, donc moi je pense que je vais partir sur un petit café black. Voilà, c'est bon, j'ai mon café, on est parti. Ok, on est parti. Petit café. Bon, on va parler un peu du monde de l'horlogerie cette fois-ci. Il faut savoir que dans le monde de l'horlogerie, certaines pièces détachées valent une fortune. Je parle pas bien sûr des montres complètes, parce que les montres complètes aussi valent cher, mais là je parle vraiment des petites pièces, hein, des petites vis, des petites roues, des mouvements, des cadrans, ce genre de choses. Donc une seule de ces pièces, une toute petite vis, si elle est spécifique à un modèle qui n'est plus produit et tout ça, bah, ça peut valoir vraiment une fortune, en plus d'être vraiment rare. Donc voilà. Pendant longtemps, c'était facile de se procurer pas mal de ces pièces-là, hein, avec voilà, vous contactiez les entreprises en Suisse et tout ça, ils vous envoyaient 10 000 pièces et puis voilà, c'était plié quoi. C'était, on va dire, la bonne époque. Maintenant avec le Swatch Group, le géant, vous savez, horloger qui possède Omega et plein d'autres marques. Aujourd'hui, c'est littéralement, ils ont des entrepôts remplis. Ils ont même des problèmes avec ça parce qu'ils en vendent tellement pas. Il y a tellement pas de clients que du coup, ils ont des entrepôts remplis de pièces apparemment. Ça, c'est des choses que j'ai entendues de fournisseurs. Mais bref, cette époque de profusion, on pouvait commander énormément de pièces était finie avant même que j'arrive dans l'entreprise, pour rien vous cacher. Il faut savoir que Swatch Group en fait a changé totalement de politique. Maintenant, ils veulent absolument tout contrôler. Donc pour avoir accès à ces pièces, il faut vraiment être agréé, avoir les bonnes autorisations, être dans les beaux petits papiers du Swatch Group. Bref, c'est devenu compliqué pour la plupart des petits horlogers qui veulent, voilà, il y a les clients qui viennent, ils veulent faire réparer leur montre, mais juste, ils n'ont pas les pièces suffisantes, donc généralement ils nous contactent nous. Parfois on les a pas, mais voilà. Sauf que ça a créé du coup un marché parallèle des pièces, on va dire, contrefaites. Je sais pas si c'est vraiment de la contrefaçon, je sais pas trop. C'est plutôt des pièces de remplacement pas officielles. Généralement en provenance de Chine, hein, bien sûr. Toutes les raisons du Shenzhen, tout ça. Shenzhen, je crois qu'on dit Shenzhen en français. Et du coup, nous, on avait aussi des fournisseurs de Chine parce qu'on n'arrivait plus à avoir autant de pièces qu'avant en Suisse. Donc on était bien obligé de passer par là. Et attention, certaines de ces pièces, parfois c'est de la merde, mais parfois c'est vraiment troublant. Même au microscope, on voit pas la différence avec une pièce faite en Suisse. Alors sûrement que la matière est moins bonne ou quoi, mais en tout cas à l'œil nu, compliqué. Mais bref, on avait tellement de clients au Japon qui nous réclamaient des pièces, tout ça, qu'on était obligé de s'en fournir, parce que sinon on perdait notre clientèle. Et un jour, on reçoit un coup de fil de la branche d'une grande marque suisse, je ne vais pas la citer parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Elle nous contacte au Japon et ils nous disent ouais, on a un très gros client qui veut faire réparer sa montre et on aurait besoin de telle pièce. On lui dit bah on n'en a pas, mais enfin on n'en a pas des officiels, mais on en a voilà, qui viennent d'un peu ailleurs. Et du coup ils nous ont commandé pour réparer. Donc une grande marque, il y a quelqu'un qui imite un canard derrière moi. Bref, ils ont une urgence, ils n'ont pas le temps de passer par le réseau normal, parce que bien sûr, eux, ils ont toutes les accréditations, ils les ont, donc ils auraient pu obtenir ces pièces, mais ça aurait pris plusieurs, peut-être semaines, mois, je sais pas. Et du coup, ils en avaient besoin tout de suite, donc nous ont commandé des pièces contrefaites chinoises pour remplacer des pièces. Je trouve ça lunaire comme histoire, mais voilà, c'est arrivé, et pas qu'une fois. Alors ça s'est fait discrètement, hein, bien sûr, au téléphone, pas de mail, pas de traces. Une enveloppe, voilà, c'était vraiment un peu en mode... mais voilà, ça s'est fait. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, le discours sur la pureté de l'horloge suisse, tout ça, c'est... J'ai rien contre l'horloge suisse, hein, m'en voulez pas, mais... Mais bon, ils avaient un client qui menaçait d'aller voir ailleurs, donc ils ont été obligés d'agir. Dans l'horlogerie, il y a un truc qu'on ne soupçonne pas, c'est la taille des pièces, la taille de pièces d'horlogerie. J'ai une petite anecdote un peu rigolote. Je sais pas si c'est rigolo, mais on verra. À propos d'une pièce d'horlogerie, une vis pour être particulier. Un jour, on reçoit une commande d'un client. Les vis, c'est une horreur parce que ce sont vraiment des toutes petites vis, vraiment. Il faut une pincette d'horloger pour les attraper parce que sinon c'est juste pas possible. Les attraper à la main, ouais, entre les ongles peut-être, mais c'est vraiment tout petit. Hein. Et puis un jour, il y a un client qui nous appelle. Il a besoin d'une vis particulière pour une Rolex. Je regarde dans la base de données, tout ça, je vois qu'il nous reste une en stock. Pièce extrêmement rare, d'un très vieux modèle. Je vais dans le dédale de pièces de montre. J'arrive à trouver cette
fameuse petite boîte où il y a les vis, mais il ne reste plus qu'une du coup dedans. Je prends mon petit sachet pour le mettre à l'intérieur, je prends ma petite pince d'horloger, j'attrape la pièce et ping, elle saute et elle tombe par terre sur la moquette. Je la vois faire un vol plané, je crois, elle rebondit sur une étagère et tout, elle tombe par terre, je sais pas trop où elle est. Et là c'est branle-bas de combat dans l'atelier, là c'est vraiment scène de crime, tu vois, on met des rubans, personne ne passe, parce qu'il faudrait pas l'écraser. Avec Monsieur Yamaguchi, on s'assoit, on se baisse, on a tous les deux une loupe et une petite lampe torche et on cherche et on trouve plein de trucs, plein de vis qui ont sûrement volé il y a quelques temps déjà, plantées dans la moquette, mais c'est toujours pas la bonne. À chaque fois qu'on trouve une vis, le souffle se coupe. On la pose sur le microscope, Monsieur Yamaguchi regarde, et c'est pas la bonne. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est qu'il y a plein de pièces des fois qui tombent, qu'on retrouve des années plus tard, ça peut être une aiguille, ça peut être plein de trucs. Et il y a une étagère spéciale pour ça, l'étagère des pièces orphelines. En fait, on sait pas d'où viennent ces pièces, et c'est difficile de les identifier, avec des milliers et des milliers de références. Mais bon, pas le choix, c'était ma faute, il fallait que je la retrouve, hein, c'était ma responsabilité. Et ce jour-là, avec toute l'équipe, on a passé pas mal d'heures sup à chercher cette foutue vis. On a fini par la trouver, il devait être 23 h. On a tous éclaté de rire, je sais pas pourquoi le stress, mais on a tous éclaté de rire. Enfin on l'a trouvé, après on est allé boire un coup en rigolant et puis voilà. C'était pas méchant, je me suis pas fait engueuler ou quoi que ce soit, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Il peut se passer des petites situations comme ça. Il y avait un client dont je redoutais fortement les appels à chaque fois qu'il m'appelait. Pas parce que c'était un client désagréable, c'était quelqu'un de très courtois, de très gentil, un vieux monsieur qui vivait dans le nord du Japon. Mais j'avoue qu'à chaque fois que le téléphone sonnait, j'étais comme ça. Est-ce que je décroche? Est-ce que je décroche? Ah non, allez, je suis obligé. Et du coup, je décrochais. Souvent, j'essayais de l'éviter quand même. Le problème en soi, c'était pas ce monsieur. Le problème, c'était surtout le temps que ça me prenait de parler au téléphone avec lui. Ce vieil homme avait cette redoutable aptitude à me maintenir au moins 30 minutes au téléphone à chaque fois. Et bon, vu qu'on est dans un cadre de japonais, je pense que c'est pareil en France. Vous pouvez pas dire au client, excusez-moi, je suis occupé, rappelle-moi quoi. Sauf en France, peut-être ça fait un peu plus, je sais pas, dites-moi. J'ai jamais répondu au téléphone en France au travail quoi. Alors, du coup, quand il m'appelait, je restais là à l'écouter, avec une pile de documents dont je devais m'occuper après, pas le choix. Ce qui compliquait tout, c'était surtout sa passion dévorante pour la France des années 70. Là, peut-être que vous comprenez pourquoi à chaque fois il voulait me parler à moi en particulier. Parce qu'il savait que j'étais français. C'était un des rares clients qui m'appelait Maturo-san. Il appelait puis il me racontait ses voyages. La Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel, ses balades près de la Seine, plein de trucs comme ça. Il avait plein d'anecdotes. Il avait voyagé beaucoup en France dans les années 70. Et honnêtement, je trouve ce genre d'histoire fascinant. J'adorais l'écouter me parler de ça parce que en soi c'était intéressant, c'était juste la situation dans laquelle il le faisait qui me dérangeait un peu en fait. C'était vraiment j'ai du travail, j'ai plein de trucs à faire, mais bref. Mais bon, il me décrivait les paysages, les gens qu'il avait rencontrés, mais ce qui devenait un peu plus gênant, dirons-nous, enfin gênant je sais pas, mais c'est quand il se mettait à chanter des vieilles chansons françaises. La mer, aux Champs-Élysées. Oui, d'accord, monsieur, c'est bien. Ah, vous connaissez bien sûr, oui, je connais. Ouais, c'est pas ma génération, mais je connais, oui. Et moi au téléphone, coincé. Mes collègues hilarent sur le côté parce qu'ils savent. Bref, sur le moment, c'était un peu stressant parce que voilà, j'avais le boulot qui s'accumulait, mais aujourd'hui, je prends ça avec le recul. Je trouve ça amusant et marrant, quoi. Enfin, ça me fait sourire, quoi. Ce client, je crois que bon, voilà, c'est une personne âgée. Il voulait juste partager un peu de son bonheur, un peu de, voilà, il voulait parler de la France parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes avec qui il pouvait parler de la France. Un jour, on reçoit une commande un peu particulière d'un client. Je me rappelle, c'est moi qui avais décroché au téléphone. C'est un client japonais, mais en fait, c'est pas du tout un horloger, c'est un artiste japonais qui veut nous commander 20 000 mouvements, 20 000 fois le même. 20 000 mouvements, c'est énorme. Pour les obtenir, voilà, il faut plusieurs mois, c'est de la paperasse, voilà, c'est pas facile à obtenir depuis le Japon, 20 000 mouvements d'un coup comme ça. Mais il en avait besoin pour faire une œuvre d'art. En utilisant, il voulait coller les mouvements pour faire des trucs. J'avais une photo à l'époque, mais j'ai essayé de chercher sur internet, mais je trouve pas de photo de cette œuvre, mais je me rappelle l'avoir vue. C'était une espèce de bloc voilà, qui représentait une planète un peu, bref. C'est de l'art contemporain, je suis pas très adepte. Donc l'artiste, il a une date butoir, hein, il nous dit je veux ces mouvements avant telle date. Ok, je contacte mon fournisseur à Hong Kong d'ailleurs, c'est pas en Suisse celui-là, ce sont pas des mouvements suisses, c'était des mouvements Miyota pour ceux qui connaissent. C'est des mouvements Miyota, je crois que c'était le
2036, ça me semble. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Donc notre fournisseur nous dit ok, pas de souci, il va falloir un peu de temps, mais pas de souci. Les semaines passent, je commence à m'inquiéter, je suis toujours en train de les appeler, de les relancer, tout ça, parce qu'on me répond, on me dit que ça va prendre plus de temps que prévu, on me dit est-ce que vous voulez que je vous en envoie 5000 d'abord? Mais 5000 d'abord, ça ne sert à rien, lui, il lui faut les 20 000, donc... Et pendant ce temps-là, mes supérieurs, ils me harcèlent en mode bon Jérémy, c'est bon, ils vont arriver les mouvements, qu'est-ce qui... ça en est où là? Ça arrive bientôt? Tu leur as bien précisé au fournisseur qu'on pouvait pas on en avait besoin avant telle date. Oui, je leur ai bien précisé, oui. Puis un jour, on reçoit encore un appel de ce fameux client, il nous dit s'il ne reçoit pas les mouvements avant telle date, ce qui était plus tôt que la date prévue, hein, j'annule tout. Sauf que nous, on a déjà commandé, donc on va vraiment les recevoir, ces 20 000 mouvements. Ça fait beaucoup de mouvements à après vendre un peu partout dans le Japon. Ça aurait été vraiment embêtant d'avoir cette commande qui soit annulée, quoi. Mais heureusement, miracle, la veille de la date limite, on reçoit enfin, à nos locaux, les 20 000 mouvements. Ça a été stressant, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Mes supérieurs ont été très soulagés, ça a été une grosse commande, une grosse rentrée d'argent, tout le monde était content, l'artiste a pu faire son œuvre, mais ça a pris quand même 6 mois cette affaire. 6 mois avec tous les jours, toujours pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles, oui, non, pas de nouvelles, pas de nouvelles, et moi qui relançais tout le temps le fournisseur. Bref, voilà. Voilà pour les anecdotes d'aujourd'hui. J'essaye de ne pas être négatif tout le temps dans ce qui s'est passé dans cette entreprise, parce qu'il y a eu des choses marrantes, il y a eu des choses moins marrantes, il y a eu des choses lost in tradition, hein. Mais dans l'ensemble, voilà, il y a eu des trucs marrants aussi qui sont passés, donc j'espère que c'est un peu ressorti aujourd'hui dans cette vidéo. On me reproche aussi de pas souvent parler d'horlogerie, donc aujourd'hui j'ai mis une montre un peu spéciale, je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Voilà, c'est la Citizen Jet Autodata. C'est tout simplement la première montre Citizen mécanique qui est sortie en 1962, voilà, que l'un de mes mentors m'a donné un jour, voilà. Donc c'est une montre très précieuse qui vaut un peu d'argent aujourd'hui, mais je vais pas la vendre, mais voilà. Comme quoi je parle un peu d'horlogerie, hein. Bon, ça y est, je suis de retour chez moi. Allez, petite dernière anecdote qui m'est revenue sur le chemin du retour. C'est une fois, en fait, je travaillais, tout allait bien, je travaillais. Et puis, c'était dans l'après-midi, je crois qu'il était 15 h à peu près. Madame Sasaki était en réunion avec des clients qui venaient nous voir. Elle m'appelle, parce qu'on avait chacun un téléphone posé sur nos bureaux. Donc, elle m'appelle, je réponds, elle me dit il faut que tu viennes dans la salle de réunion au premier étage. Ok, très bien. J'y vais, comme d'habitude, hein, voilà, je vérifie quand même, je suis bien coiffé, est-ce que tout va bien, est-ce que la cravate est bien, ok. J'arrive dans la salle de réunion, il y avait Madame Sasaki, le patron et peut-être 5-6 clients, voilà, des vieux japonais. Madame Sasaki me demande, elle me dit ah voilà c'est lui, et je dis ouais c'est lui. Vas-y Jérémy, présente-toi et tout. Alors moi je me présente, bonjour. Enchanté de faire votre connaissance, je m'appelle Jérémy, je suis français, ça fait tant d'années que je vis au Japon, blablabla. Elle me dit très bien, merci Jérémy. Puis tous les vieux japonais lui disent oh c'est vrai, oh vous aviez raison, c'est vrai, il s'exprime bien, oh bah c'est bien. Et moi j'attends là comme un piqué, parce que je suis pas assis, hein, il n'y a pas de chaise de toute façon. Et Madame Sasaki me fait oh c'est bon, tu peux retourner travailler. D'accord. Du coup, je retourne travailler. J'étais mince, incrédule. Je suis là, qu'est-ce qui vient de se passer exactement? Avec le recul, je sais pas, je pense elle a dû dire à ses amis, à ses fournisseurs, oui, nous, on a un gaijin chez nous, pur sang. Regardez, il arrive même à s'exprimer et tout ça, regardez. Oh, c'est fou. C'est pas très gênant, il s'est rien passé de méchant et tout, c'était juste un peu bizarre. Voilà. Enfin bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à laisser un pouce bleu, à commenter la chaîne et à vous abonner surtout à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais attention, il y a une petite annonce que j'ai envie de faire. J'ai décidé de faire de temps en temps, une fois par semaine, je pense, un live sur ma chaîne YouTube. Ça sera un live voilà, dédié sur le Japon, sur vos questions. Ça pourrait être un live sur l'histoire, un live sur quelque chose. Je vais vous présenter des aspects de la culture japonaise, voilà, une fois par semaine. Les diffusions, bien sûr, seront disponibles sur ma chaîne aussi, hein, si vous n'êtes pas disponible à l'heure du live. Mais voilà, je compte faire ça principalement le samedi, donc dans l'après-midi pour vous, le soir pour moi. Mais pour le premier live, j'ai décidé de le faire ce mercredi, le mercredi 6
le mercredi 6 août, oui, c'est ça. Le mercredi 6 août, voilà, c'est la première, à 13h, 13h-15h, le premier live sur ma chaîne YouTube. Je laisserai les lives gaming, tout ça, sur ma chaîne Twitch. Par contre, voilà, tout ce qui est plus, on va dire, sur le Japon, sur... je sais pas si je fais un live avec Yoko et qu'on discute de choses diverses, ça sera sûrement en live, comme ça. Voilà. J'ai la voix éclatée. Sur ce, voilà, donc n'hésitez pas à venir sur ma chaîne YouTube le 6 août à 13h pour un premier live. C'est sûrement un live un peu chill où je réponds à vos questions, je discute un peu avec vous. Et voilà. Sur ce, à bientôt. Ou comme on dit en japonais, matane.